De plus en plus d'entreprises algériennes effectuent des transactions à l'international, aussi bien en important ou en exportant des biens ou des services. Ces opérations commerciales sont effectuées sur la base de contrats commerciaux qui parfois malheureusement sont mal négociés et ne protègent pas assez ces opérateurs. Avec nous aujourd'hui, Maître Ali Taïbé, avocat spécialisé en droit des affaires, pour aborder les contrats commerciaux. Maître, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Maître, quelles sont les règles relatives à la formation des contrats commerciaux, notamment sur les conditions de forme et de fond? Écoutez, on revient sur les contrats. Le principe sur les contrats, généralement, les contrats sont consensuels. C'est ça le principe, parce qu'on a toujours tendance à comprendre un contrat, c'est des clauses, c'est des articles. Non, le contrat, c'est-à-dire de prime abord, c'est des contrats consensuels, c'est-à-dire entre deux, il y a un consentement entre les parties. Mais par la suite, il y a des exceptions à ce principe. La première exception, c'est que certaines transactions, le législateur a estimé qu'il faut qu'il y ait un écrit. Donc on passe du consensuel vers ce qu'on appelle un formalisme d'écrit. Mais un écrit sous scène privée suffit. Puis vous avez une troisième étape, c'est certaines transactions où le législateur a estimé que l'écrit lui-même, c'est-à-dire à lui seul, ne suffit pas. Donc il est passé ce qu'on appelle un écrit authentique. On passe par un notaire, par un officier public. Maintenant, si on revient sur l'international. L'international, généralement, il est privilégié l'écrit. Quand je dis un écrit, ça veut dire tout contrat, donc il va être établi entre les deux parties, le fournisseur et l'acheteur, voilà, l'importateur et l'exportateur et vice-versa. Donc on discute. Généralement, la transaction, elle se fait autour d'une table. Moi, ce que je dis à nos opérateurs qui importent ou exportent, peu importe. Donc voilà, c'est de prendre le soin de s'entourer des gens spécialistes qui vous aident dans la rédaction du contrat. Généralement, parce qu'on prend un contrat, des contrats standards. Donc, je vais voir un ami, il va me donner un contrat. Justement, les tendances actuelles, la mode est de dupliquer des contrats. La duplication, elle est déconseillée totalement. Parce qu'à chaque transaction, elle a ses propres spécificités. Donc, je m'entoure soit des avocats, d'un juriste, d'un bon juriste. J'ai des services qui peuvent m'aider dans la vie. On me donne un contrat, il faut que je le lise bien. Je vois ce que les dispositions qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire protègent mes intérêts. Ça, c'est un début. Donc, si je prends la forme, écoutez, les contrats, pratiquement, si je prends le standard, donc il faut, on va mettre, je ne sais pas, un petit préambule pour parler de quelque chose, de ce qu'on va faire. On peut également avoir donc les parties qui sont en contrat, en précisant bien évidemment leur adresse et exactement le lieu. Donc on passe à l'objet, on passe à la durée, il y a certaines clauses, les clauses je dirais de la force majeure, les clauses de résolution, les clauses du litige, les clauses des tribunaux compétents, les clauses des lois qui sont applicables. Donc faire vraiment une rétrospective voilà, sur... Et donc, pour être sûr, c'est au cas par cas. Et c'est pour ça que je dis à nos amis opérateurs de se faire assister par des personnes qui sont spécialistes. Oui, il est bien. Maintenant aussi, il a des connaissances là. Maintenant, s'il n'a pas de connaissances, il est un petit peu, donc il faut qu'il fasse très attention sur ça. Donc il s'entoure, soit il a son propre juriste, parce que certaines entreprises ont leur propre juriste, certains font appel à des spécialistes, ça peut être des avocats, ça peut être des cabinets de consulting qui ont remis le contrat. Mais on ne signe pas un contrat sans le comprendre. Moi, je connais des gens qui ont signé même un contrat où ils avaient la possibilité même de poser des questions, ils ne les ont pas posées. Ils sont allés, c'est des statuts de société, ils les ont signés, puis ils viennent à la banque, ils domicilient l'opération. Le banquier dit, écoutez, vous n'avez pas ce pouvoir, vous ne pouvez pas faire. Et je reviens, et à chaque fois, on fait des amendements. Et ça, c'est des pertes. Donc ça, c'est d'une part. Je reviens toujours, on est sur les contrats commerciaux à l'international. Donc je dis à nos opérateurs, faites-vous assister par des spécialistes qui peuvent vous aider. Soit vous allez préparer, ils vont être avec vous à la réunion, soit vous allez le remettre, le modèle de contrat qu'on vous a proposé. Et donc là, ils peuvent vous faire sortir ce qui est dangereux pour vous, ce qui n'est pas dans votre intérêt, et ça va vous permettre de bien négocier vos intérêts. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, on est sur des opérations d'importation. On le sait, l'importation ou bien l'exportation, elle est fortement réglementée en Algérie. Donc on est soumis au contrat d'échange, donc il y a des lois, il y a des règlements pour lesquels les clients doivent, c'est-à-dire et les clients et les banques doivent les respecter scrupuleusement, c'est-à-dire on n'a pas le choix. Il n'y a aucune. Donc ça veut dire que je dois m'assurer. Je dois m'assurer, c'est-à-dire par rapport à la réglementation, je fais de l'importation, ça veut dire, parce que le problème est l'international. De l'autre côté,
les lois algériennes ne sont pas imposables aux étrangers. La loi, nul n'est censé ignorer la loi sur le territoire algérien. Pour les Algériens, pour un étranger, on ne peut pas leur imposer. Vous ne pouvez pas envoyer il vous envoie des documents sans lui avoir, c'est-à-dire au départ, lui avoir dit qu'attention, je veux ça et je veux ça, puis par la suite, vous avez des documents qui arrivent, notamment quand il s'agit d'un crédit documentaire ou d'une remise documentaire. La marchandise, elle est là, les documents sont là. Pardon. Donc, et la banque, elle va vous dire, ah écoutez, je suis désolé, mais ce contrat ne peut pas être domicilié parce qu'il ne réunit pas les conditions prévues par la réglementation algérienne, tout le monde le sait, je pense que nos opérateurs le savent, l'article 26 qui énumère, d'ailleurs, la facture en matière de transactions internationales, la facture est considérée, elle devient comme un chèque, ça veut dire les mentions obligatoires doivent figurer. C'est-à-dire en l'absence de ces mentions obligatoires, ça veut dire vous avez un risque que l'opération ne sera pas domiciliée. Donc ça veut dire qu'elle n'aura pas lieu. Et donc je vous laisse imaginer, c'est la marchandise, elle est là, les services que vous allez payer. Donc s'il n'y a pas de spécialistes qui peuvent vous aider et vous dire attention, il faut mettre ça, il faut exiger à l'exportateur de vous envoyer tel. Si on revient à cette exportation, c'est la même chose. Il y a toute une réglementation à suivre. Donc il y a des délais de rapatriement que l'agent doit rentrer, que la facture également doit réunir ses conditions et que l'agent doit rentrer dans un délai. Peut-être que moi je veux accorder un délai plus parce que la loi oblige par exemple les exportateurs à rapatrier les fonds produits de l'exportation dans un délai de 180 jours. Mais ça peut aller à 360 jours. Ça ne pas une... Mais ça, il faut le prévoir déjà dans le contrat et obtenir ce qu'on appelle les assurances de l'organisme qui est en charge, voilà, la CAGEX. Donc, si je n'ai pas tout ça, si je n'ai pas ces spécialistes qui m'entourent, qui me disent attention, j'en ai pris quelques exemples. Bien sûr, mais on attend d'autres. Et ils le savent, surtout le commerce extérieur, et on est surpris. Donc voilà, un petit peu, si vous prenez le contrat sur le plan universel, donc tout contrat doit réunir certains. Donc si la forme elle est exigée, c'est ce qu'on appelle, ça peut être un écrit, ça peut être un écrit authentique ou un écrit sous seing privé. Généralement, on est sur les écrits sous seing privé dans les transactions commerciales. Sur le fond, donc les personnes maroufines, ils sont connus les conditions, les éléments d'un contrat. Donc vous avez la capacité des personnes, c'est des sociétés. Donc celui qui signe, il faut qu'il ait les pouvoirs nécessaires pour signer, c'est ça, parce qu'on a affaire à des personnes morales. S'il est une personne physique, bien sûr, cette personne physique, il faut qu'elle soit pleinement capable. Mais sur le plan fond, donc vous avez le deuxième élément, il faut que l'objet du contrat soit bien défini, bien déterminé. Cet objet, il faut qu'il soit possible, il faut qu'il soit licite. Donc, bien sûr, je n'importe pas quelque chose qui est prohibé. Il faut qu'il y ait la cause pourquoi j'importe. Donc la question qui se pose. Donc tout contrat, donc il faut qu'il y ait un consentement et le consentement, et là bien sûr, il se fait entre le consentement des deux parties qui signent le contrat. Parfait, voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure justement du règlement des litiges et malheureusement de certains opérateurs qui ne maîtrisent pas forcément les aspects juridiques et qui signent des contrats commerciaux sans consulter des experts. Beaucoup craignent ou ne connaissent pas ne connaissent pas assez, on va dire, la clause de l'arbitrage. Pouvez-vous mieux expliquer aux adhérents de la CCI algéro-française ce que c'est que la notion d'arbitrage, qu'elle soit nationale ou internationale, s'il vous plaît? Écoutez, l'arbitrage c'est un moyen qui est utilisé un petit peu pour régler les litiges qui peuvent naître suite à dans la perspective. Parce que généralement, quand on conclut un contrat, on prévoit une clause. Le fait de prévoir une clause du règlement du litige ne veut pas dire que ça veut dire que le litige va arriver. Ça peut que cette clause, ça sera une clause qui ne sera pas utilisée. Elle ne sera pas utilisée. Mais il faut la prévoir parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un conflit. Dans tout règlement de litige, donc on commence toujours. Les contrats, généralement, on prévoit que les parties cherchent d'abord à trouver un arrangement amiable, puis par la suite, donc ils vont dire si l'arrangement amiable n'aboutit pas, donc ils vont passer à ce qu'on appelle. Et là, se pose le choix. Le droit algérien n'interdit pas aux opérateurs algériens de prévoir ce qu'on appelle la clause d'arbitrage. L'arbitrage, ça veut dire peut être national ou international. L'arbitrage international, ça veut dire que ça peut être réglé, ça veut dire qu'il y aura l'intervention, c'est-à-dire va se passer à l'étranger. Donc voilà, les clauses ne l'interdisent pas. Mais maintenant, ce qu'on dit à notre clientèle, ça veut dire si je passe à l'arbitrage, ça veut dire que j'ai mis de côté, ça veut dire que le conflit ou bien le litige qui m'oppose à mon client ne sera pas connu par les tribunaux, mais il sera connu par ce qu'on appelle un tribunal arbitral, donc qui est composé. C'est quoi des arbitres? Donc en droit algérien ou l'international, ça veut dire chacun va choisir son propre arbitre, il y aura deux arbitres, puis eux, ils vont choisir un président des arbitres, à qui on va confier donc, tout le dossier. Donc c'est eux qui vont mettre en place toute la forme pour
qui est le traitement de leur dossier, donc des délais, comment présenter sa requête. Donc ils vont faire le travail et ils vont rendre ce qu'on appelle une sentence arbitrale. Cette sentence arbitrale, une fois qu'elle est rendue, donc normalement, on la fait passer pour qu'elle devienne exécutoire. Donc on la passe par un tribunal pour la valider. Donc, toute sentence arbitrale, lorsqu'elle est rendue, donc elle ne peut pas faire l'objet d'opposition. Donc l'opposition, elle est écartée. Le seul moyen, c'est de faire appel. Et on peut faire, suite à cet appel, on peut aller jusqu'au pourvoi de cassation. Donc il peut y avoir pourvoi quand c'est des sentences arbitrales. Voilà un petit peu, si je prends Maintenant, le choix, je le dis, on est d'accord, parce que certains, si le contrat, et puis ça m'est arrivé que je trouve que l'arbitrage va se faire en Corée, ou bien l'arbitrage va se faire par la chambre, je ne sais pas en France. L'arbitrage, premièrement, il est coûteux. Donc voilà, il faut avoir les moyens de sa politique, c'est-à-dire aller à l'arbitrage, il faut vraiment avoir les moyens d'aller, parce que c'est très coûteux. L'arbitrage national, ça veut dire qu'il va se dérouler ici. Et vous avez les deux types. Donc vous avez le type d'arbitrage qu'on appelle ad hoc, donc c'est les parties qui le choisissent, ou bien l'arbitrage qui se fait au niveau de la chambre, la CACI. La Chambre algérienne de commerce et d'industrie. C'est elle qui va mettre à la disposition des parties, donc les arbitres. Et c'est à eux de choisir ce qu'on appelle les arbitres qu'eux vont. Maintenant, si on est à l'international, ça peut être la CCI à Paris, ça peut être la CCI, ça peut être à Genève, ça peut être donc la Chambre du commerce à l'international, auquel on va soumettre le litige. Donc voilà. Donc je leur dis, faites très très attention. Un, il faut avoir les moyens. Est-ce qu'on a déjà, surtout quand ici à l'international, est-ce qu'on a déjà étudié cette... C'est-à-dire on peut faire un choix, on peut choisir, on connaît bien les personnes qui sont habilitées, qui peuvent trancher sur le litige, et est-ce qu'on a les moyens, bien sûr, j'insiste sur les moyens, d'honorer, c'est-à-dire de prendre en charge l'arbitrage. Parfait, merci beaucoup. Là maintenant, pratiquement une année est passée depuis l'apparition de la pandémie due au coronavirus. Beaucoup d'opérateurs ont souffert, n'ont pas pu livrer, n'ont pas pu se faire livrer à cause justement de cette pandémie. Et souvent, les opérateurs ont invoqué cette pandémie comme étant un cas de force majeure. Depuis, de nombreuses entreprises posent la question comment bien rédiger la clause de la force majeure? Comment bien la déterminer? Quels sont les éléments à mentionner sur cette clause pour se prémunir contre des éventuels risques comme ce qui s'est passé cette dernière année? Écoutez, la clause relative à la force majeure, c'est une clause en quelque sorte exonératoire de ce qu'on appelle de responsabilité. C'est pour ça qu'on la met, parce que c'est quoi une clause de force majeure? Ça veut dire que l'événement, il est tel que je ne pourrais pas exécuter ni honorer mes engagements. L'événement, parce qu'en droit algérien, même en droit, même à l'étranger, c'est l'événement qui va déterminer, va nous permettre de dire est-ce qu'on peut le considérer comme un cas de force majeure ou non. Et la loi exige que certaines conditions soient réunies dans cet événement. Elle dit que pour que l'événement soit considéré comme un cas de force majeure, il faut que l'événement soit imprévisible. C'est quelque chose que les parties, lorsqu'ils ont conclu le contrat, ils n'avaient pas le moyen ni la possibilité de prévenir que tel événement. Personne ne pouvait prévenir que le coronavirus allait faire tout ce ravage. Donc, il est imprévisible. Une deuxième clause, elle dit que l'événement, en plus qu'il est imprévisible, il est irrésistible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résister, même si on veut, on est animé d'une bonne volonté. La volonté qu'on veut, mais on n'arrive pas à le irrésistible. Donc on ne peut pas le surmonter, insurmontable et irrésistible, il est étranger, donc indépendant. Je n'ai rien, il n'y a pas l'intervention d'un tiers ou l'intervention de l'un des co-contractants pour que cet événement les a empêchés d'exécuter leurs engagements. Donc, si ces conditions sont réunies, donc l'événement il est déclaré comme étant un cas de force majeure. Et écoutez, ça veut dire que je ne pourrais pas être tenu pour responsable de n'avoir pas exécuté mes engagements. Parce que l'événement, il était imprévisible, il était indépendant, extérieur à ma volonté, et donc je n'ai pas pu le faire. Là, la loi le coronavirus, pratiquement, on peut le considérer comme, c'est tout le début, on l'a dit, on peut le considérer comme étant un événement. C'est un point de vue, hein. La décision revient toujours au magistrat si jamais il y a un problème. Mais à mon avis, on peut le considérer comme étant un cas de force majeure. D'ailleurs, même les autorités l'ont considéré comme ça. D'ailleurs,
je le dis à juste titre, ça fait pas longtemps, je pense que ça fait le 28 mars, il y a eu un communiqué de presse de la Banque d'Algérie où il y a eu un rappel à l'ordre un petit peu, je ne dirais pas un rappel à l'ordre, mais un petit peu, on a senti un petit peu que la Banque d'Algérie n'était pas contente parce que les banques n'ont pas suivi. Ils ont continué malgré qu'il y avait cet événement du coronavirus qui a empêché les banques, certaines entreprises d'honorer leurs échéances vis-à-vis des banques, mais les banques, certaines banques, je ne dis pas toutes les banques, mais certaines banques n'ont pas tenu compte. Alors qu'il y avait des recommandations des pouvoirs publics un petit peu d'alléger, de leur donner un petit peu, leur laisser souffler pour qu'ils puissent. Et là, il y a eu un dernier message où la Banque d'Algérie remet un petit peu à l'ordre les banques en leur disant attention, vous n'avez pas tenu compte. Situation parce que les banques ont continué à pratiquer ce qu'on appelle le recouvrement des saisie arrêts qui sont diffusés là partout. Donc, ça n'a pas donné. Donc là, c'est un petit peu. C'est juste pour rajouter, vous m'avez dit, donc c'est au parti. Donc si je veux, moi, dans un contrat, je peux, pour un petit peu sceller les choses, certains événements, on peut les mettre. On peut considérer, on peut mettre et exclure en disant, voilà, nous considérons comme cas de force majeure, par exemple, je ne sais pas moi, donc le déluge, il est là, le séisme, il est là, les guerres, des fois, c'est comme ça, les émeutes qui prennent beaucoup de temps. Je dirais un cas de force majeure, écoutez, si vous avez une compagnie d'électricité qui va s'arrêter pour combien de temps, donc elle va vous empêcher d'honorer vos engagements, les transports qui sont en grève, la grève qui prend du temps, donc je peux mettre tout ça. Et on peut les lister, et tout en laissant, bien sûr, n'oubliez pas toujours de dire que tout événement qui est irrésistible, qui est imprévisible, voilà, ne pas donner une short list pour se limiter. Je donnerai à titre d'exemple comme ça pour aider un petit peu, et demain, donc il y a certains qui listent, mais allez, il ne faut pas que la liste soit exhaustive, parce que si vous dites exhaustive, ça va vous tenir et vous allez tomber sous la coupe de l'article 106 qui dit que le contrat fait la loi des parties. Donc voilà, un événement, donc on peut se mettre d'accord que si l'événement, on peut attendre 15 jours, on peut dire, si par exemple il y a un cas de force majeure, l'événement, c'est-à-dire il va se dissiper cet événement dans un mois ou dans 15 jours. Après un mois, si l'événement persiste, écoutez, si dans un mois, et il n'y a pas eu de levée de cette. C'est-à-dire le cas de force majeure, on n'arrive pas à s'en débarrasser, on n'arrive pas à mettre fin. Ben écoutez, l'une des parties peut demander ce qu'on appelle la résiliation du contrat. Et quand on dit résiliation, ça veut dire c'est le retour à la situation initiale, bien sûr sans qu'il y ait de préjudice. Donc c'est une appréciation qui est au juge, sans préjudice aux intérêts des deux parties. Donc il va constater et remettre ce qu'on appelle l'équilibre entre les parties et annuler le contrat. Parce que des fois, ça ne peut pas tenir. Je ne peux pas attendre éternellement. Ça prend beaucoup de temps. Merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure de l'arbitrage. Maintenant, si vous le permettez, maître, on revient sur la réglementation. Est-ce que les deux, en cas de litige, encore une fois, sur un contrat commercial à l'international entre deux opérateurs, un opérateur algérien, un opérateur étranger, que ce soit sur de l'importation ou de l'exportation, quelle est la réglementation applicable? Quelle est la juridiction compétente? Quelle est la loi applicable? Est-ce qu'on parle de prioriser les lois algériennes et les juridictions algériennes? Peut-on mentionner autre chose sur le contrat? Quel est votre avis? Écoutez, sur le contrat, on est totale liberté. On les appelle les contrats. Qui dit contrat, c'est une convention, c'est-à-dire c'est une entente, c'est un accord qui est conclu entre deux ou plusieurs, peu importe. La loi n'a pas donné de limite. Ça peut être un et plus et avec un et plus. D'ailleurs, la définition elle est très connue. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs personnes de faire, de ne pas faire ou de donner quelque chose. On l'a prise par cœur depuis. Donc, c'est connu. Donc, c'est au parti de choisir. L'article 106, il est clair. C'est tout le monde qui le connaît. Le contrat fait la loi des parties. Pour autant que les clauses qu'on a mises à l'intérieur ne sont pas contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, à quelque chose qui est interdit. Donc, je suis libre. L'indépendance de ma volonté, donc je choisis. Maintenant, on a dit, un litige, c'est quelque chose qu'il faut toujours prévoir. Combien même il se peut qu'il n'arrivera pas. Donc, je prévois le litige dans mon contrat. Et donc là, je dis, soit on se met d'accord, cela dépendra également, on en parlait tout à l'heure, c'est de votre rapport de force, de votre situation par rapport dans les négociations. Parfois, on est pratiquement faible parce qu'on est en face d'un client qui est le seul détenteur de ce produit. Donc, en quelque sorte, il va vous dicter ça. On n'est plus sur un contrat d'adhésion. On n'est plus sur un contrat d'adhésion, c'est-à-dire qu'il adhère, vous allez adhérer à ces exigences. Donc, mais quand on a cette possibilité de négocier, on a négocié au mieux. Au mieux, ça veut dire je choisis, je ne dirais pas, bon, bien sûr, en tant qu'Algérien, je préfère que ce soit en Algérie. Ce n'est pas parce que ce soit en Algérie, parce que le juge il est algérien, parce que, non.
parce que je suis dans un pays où je maîtrise. Je connais les avocats, je connais la langue, je peux me déplacer. Mais quand vous choisissez au moins si on est obligé de choisir, choisissez un pays qui soit un pays où on maîtrise un petit peu la langue, qu'on connaît un petit peu, on connaît comment on travaille, on connaît les avocats, on connaît les bureaux, on peut facilement le faire. Mais si vous êtes dans un pays où vous êtes complètement déboussolé, donc ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de la recherche, un bureau de consultation à qui vous allez confier le travail, qui va vous faire le travail, donc ça prend beaucoup de temps. Donc choisir le tribunal algérien, il n'y a pas mieux. Si j'ai le choix, je choisis. Un tribunal algérien, je connais bien, bien la loi de mon pays, comment ça se passe, les tribunaux, les avocats sont là, je peux négocier. Oui, c'est bien. Donc maintenant, si on appelle, dans tout contrat, il faut prévoir. Si on ne prévoit pas, eh bien, écoutez... Voilà, justement, et si ce n'est pas mentionné entre les deux parties... C'est des carats, mais ça peut arriver. Un contrat qui ne prévoit pas, eh bien, écoutez, comme on dit, le principe est connu, le droit, le droit subjectif, il est demandable, non portable. C'est à vous d'aller le chercher. Donc c'est votre créance, elle est de l'autre côté, et vous n'a pas payé. Il ne faut pas faire, même si vous faites l'action ici, maintenant, si vous avez choisi... Il n'y a pas moyen d'exécuter, ni de... Moyen, c'est-à-dire la procédure d'exécutoire, elle existe, c'est-à-dire exécuter une sentence, c'est-à-dire une décision algérienne à l'étranger, ça peut se faire, mais pour autant qu'on ait une convention avec ce pays, qu'il y a une convention internationale, ça veut dire un principe de réciprocité entre les deux pays, ça veut dire qu'on l'applique. Et donc même s'il y a cette convention, ce n'est pas aussi simple, ça veut dire vous allez la déposer, et donc il est envoyé, qui va le ministère, dans le procureur, qui est le ministère de la Justice, je ne sais pas, puis par la suite ça passe par le ministère des Affaires étrangères, qui envoie dans notre pays, donc ça, et ce n'est pas facile, c'est pour ça. Mieux vaut demander directement selon les intérêts des uns et des autres. Voilà, donc si on a, donc prévoir ces clauses, si on n'a pas ces clauses, eh ben c'est en fonction de vos situations. Si vous êtes demandeur, vous serez obligé. Maintenant, moi j'ai des sociétés étrangères avec qui je travaille. Ils sont obligés de venir faire du recouvrement en Algérie. Il ne peut pas faire son action à Paris et attendre que l'Algérien va prendre la valise avec de l'argent ou bien prendre un chèque pour aller le payer, non. Je le dis, peut-être, je suis... le droit, il est demandable, non portable. Ne restez pas chez vous et attendez qu'on frappe, que le débiteur frappe dans la porte. Et vous n'êtes pas venu, ça fait longtemps. Voilà, ça peut arriver, il y a des gens comme ça, mais ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est d'aller vers le client. Et donc, vous serez obligé d'aller dans... Donc, imaginez si vous êtes en Chine, si vous êtes en Corée, au Singapour, ou dans les autres pays. Ça sera un peu plus difficile. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu présent. Merci pour la richesse des informations et pour tous vos conseils aux opérateurs algériens qui sont justement intéressés par les contrats commerciaux. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.